Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. La tour blanche. Je m'appelle Willy, j'ai 28 ans et depuis quelques jours je suis guide touristique à Londres. Les visites tournent autour de la tour blanche, avec ses murs épais et son histoire sanglante. Elle fascine et effraie toujours les visiteurs. Un soir, la nuit est particulièrement froide et brumeuse. Les lumières de la ville se reflètent dans la Tamise, créant une atmosphère mystérieuse. Je suis seul dans la tour, pour la première fois, et je suis chargé de la fermeture nocturne. Je ne suis pas rassuré, et en parcourant les couloirs déserts, j'entends des murmures et des chuchotements. Des ombres semblent se mouvoir dans les coins de la tour, dès que je tourne la tête. Je m'empresse de tout verrouiller et rentre me coucher. J'en parle à mes collègues le lendemain, et ils me disent que c'est monnaie courante ici, et que ce n'est rien, qu'il faut juste ignorer tout ça. Une semaine après la discussion, je suis de nouveau de corvée de fermeture nocturne. Je n'emmène pas large. Ce soir, le vent hurle à travers les fenêtres, ce qui donne une ambiance encore plus creepy que d'habitude. Soudain, une rafale de vent éteint les bougies, me plongeant dans l'obscurité. Je frissonne. Je suis seul dans un labyrinthe de pierres et d'ombres. Une lumière blafarde éclaire une silhouette fantomatique qui se tient devant moi. C'est une femme, vêtue d'une robe blanche. Son visage est pâle et ses yeux sont remplis de tristesse. J'ai peur, mais je me sens comme happé, fasciné par sa présence. Elle se rapproche de moi et me raconte une histoire de trahison et de meurtre qui s'est déroulée dans ces mêmes murs il y a des siècles. Sa voix est douce et plaintive, et je suis pris de pitié pour elle. Je comprends que son âme est tourmentée et qu'elle cherche la paix. Elle m'a tellement touché que je lui promets de l'aider à trouver le repos qu'elle mérite. Après quelques semaines de recherche, je découvre le secret de sa mort et je parviens à libérer son âme. La femme me remercie et disparaît dans un halo de lumière. Je suis seul dans la tour, mais je ne me sens plus seul. La présence du fantôme m'a changé, m'a ouvert à l'invisible. Désormais, je vois la tour blanche avec d'autres yeux. Je ressens les murmures du passé et je perçois les âmes qui errent encore dans ces murs. Je sais que ça paraît dur à croire, mais je l'ai vécu, j'en suis persuadé. Et depuis, je me sens beaucoup plus serein ici. Épier. Je m'appelle Nisha, j'ai 27 ans et je suis originaire de Delhi, une ville vibrante et chaotique. Depuis quelques semaines, j'ai l'impression d'être observé. Un sentiment d'angoisse me serre la gorge chaque fois que je sors seul. Au début, je me suis persuadé que c'était juste de la paranoïa. Mais les incidents se multiplient. Une fois, en rentrant chez moi en bus, je suis certaine d'avoir aperçu un homme me fixer, le regard insistant. Et le lendemain, je me promène au marché et je sens une main se glisser sur mon épaule. Je me retourne, mais la personne avait déjà disparu dans la foule. À partir de ce jour-là, la peur commence à s'emparer de moi. Je n'ose plus sortir seul, même pour aller faire mes courses. Je suis constamment sur le qui-vive, guettant le moindre signe suspect. Je parle de tout ça à mes amis, de plus en plus régulièrement. Inquiète pour ma santé mentale, elle me pousse à consulter un psychologue. Mais je suis certaine que je ne suis pas folle. Je suis victime d'un stalker. Un soir, alors que je rentre chez moi en taxi, je le vois. Il est assis sur un banc, juste en face de mon immeuble. Je sors du taxi et je fonce dans mon appartement et verrouille la porte derrière moi. Je suis complètement affolé et je ne sais pas quoi faire. La nuit est longue et agitée. Le moindre bruit me fait sursauter.
Je n'arrive pas à dormir, repensant sans cesse à cet homme. Le matin suivant, je décide d'appeler mes amis, Priya et Annie Ali. Elles débarquent chez moi dans l'heure, leur visage reflétant l'inquiétude. Priya, la plus pragmatique du groupe, suggère de porter plainte à la police. Annie Ali, plus sensible, me prend dans ses bras et me réconforte. On décide d'aller au commissariat ensemble. L'officier de police, un homme d'une quarantaine d'années, m'écoute avec un détachement décourageant. Il me dit que c'est le genre de choses qui arrivent tous les jours dans une ville comme Delhi, et que sans preuve concrète, on ne peut rien faire. Je suis à deux doigts de pleurer, mais Priya lui explique la gravité de la situation et l'impact que ça a sur ma vie. L'officier soupire, visiblement ennuyé, et me dit qu'il va enregistrer ma plainte, mais qu'il ne me promet rien. On sort du commissariat, le moral à zéro. La police n'est d'aucune aide. Priya propose qu'on s'organise pour me raccompagner chez moi, tous les soirs après le travail. Les jours suivants, je ne sors jamais seul. La présence de mes amis me calme un peu, même si la peur continue de me ronger. Un soir, alors que Priya me ramène, on remarque toutes les deux un sac en plastique noir qui est glissé sous la porte de mon immeuble. On le ramasse, et dedans on trouve une photo de moi, prise à mon insu, devant mon café préféré. La peur me noue l'estomac. Ce mec me surveille de près. Il connaît mes moindres faits et gestes. Je n'arrive ni à manger ni à dormir. Je ne suis que l'ombre de moi-même. Mes amies sont inquiètes pour moi. Elles redoublent de vigilance et m'accompagnent partout. Un jour, alors que je suis au travail, Priya m'appelle en urgence. Nisha, faut que tu viennes, c'est urgent. Je quitte précipitamment mon bureau et me précipite chez moi. En arrivant, elle me dit qu'elle a trouvé un papier dans la boîte aux lettres, avec un lien écrit dessus, et ça mène à une vidéo de moi, filmée à mon insu dans ma propre chambre. Je suis abasourdi. Le mec a réussi à s'introduire chez moi et à installer une caméra. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je suis à bout de nerfs. On décide de prendre les choses en main. Vu qu'on ne peut pas compter sur la police, on fouille partout, mais on ne trouve rien. Priya, qui a des connaissances en informatique, se met à chercher l'origine de la vidéo. Annie Ali, avec son réseau, recherche des informations sur les cambrioleurs. De mon côté, je me force à sortir, mais chaque pas dans la rue est un calvaire. Je suis constamment sur le qui-vive. Un soir, en rentrant chez moi, je suis certaine de le voir. Il est là, en face de mon immeuble, dans l'ombre d'une ruelle. Les jours suivants sont remplis d'angoisse. Je ne sors de chez moi qu'avec mes amis. Annie Ali décide de nous mettre en contact avec un enquêteur privé. Passé quelques jours, toujours dans l'attente de nouvelles de l'enquêteur, le téléphone sonne. C'est lui. Il me dit qu'il sait qui est mon stalker. C'est un homme qui vit dans mon immeuble, un étage au-dessus. Il m'observe depuis sa fenêtre. Mon sang se glace. Un inconnu me surveillait de si près, caché à la vue de tous. L'enquêteur nous explique qu'il va contacter lui-même les policiers et leur montrer les preuves qu'il a récoltées. Le lendemain, on est surpris par un gros vacarme dans les escaliers. C'est la police. Ils viennent d'arrêter le mec. Le soulagement nous envahit. On a enfin retrouvé notre tranquillité. Les mois suivants sont difficiles. On fait nos dépositions, un procès est ouvert, et il écope d'une mesure d'éloignement, de l'interdiction de résider dans la même ville que moi, ainsi que d'un bracelet électronique. Peu à peu, la peur s'estompe. Mes amis et moi sommes restés soudés après cette épreuve. L'entraide et le soutien que nous nous sommes apportés ont renforcé notre amitié. L'intrusion. Je m'appelle Kelly, j'ai 35 ans, et je vis avec mon fils de 4 ans, Brian, à La Panne, une petite ville perdue dans le désert du Texas. La vie ici est paisible, simple et sereine. On se connaît tous, et on laisse parfois les portes de nos maisons ouvertes sans crainte. C'est une de ces nuits chaudes et humides où le ventilateur peine à chasser l'air moite. Je suis allongé sur le lit, incapable de dormir, bercé par le ronronnement du climatiseur. Un bruit me tire de ma torpeur, un claquement sec, provenant du rez-de-chaussée. Mon cœur se met à battre la chamade. Je me lève, enfilant mes tongs à la hâte, et descends l'escalier en retenant mon souffle.
La lumière de la cuisine est allumée. Je me stoppe sur la dernière marche de l'escalier. Je suis choqué. Un homme est là, dans ma maison. Il fouille mon sac à main posé sur la table basse. Son visage est dissimulé par une cagoule. Ses yeux brillent dans l'obscurité comme ceux d'un animal sauvage. La peur me paralyse un instant. Puis l'instinct maternel prend le dessus. Mon fils dort paisiblement à l'étage. Je dois le protéger. Je remonte les escaliers tout doucement et je le récupère rapidement. En me retournant, je m'aperçois que l'homme est monté également et qu'il s'apprête à entrer dans ma chambre. D'un mouvement vif, je saisis un vase en céramique sur la console et le lance en direction de l'intrus. Le projectile le manque de peu et se fracasse contre l'encadrement de la porte, provoquant un grand fracas. L'homme sursaute et perd l'équilibre. J'en profite pour m'enfuir, dévalant les marches 4 à 4. Brian se réveille, groggy et confus. Je le serre dans mes bras, lui chuchotant de se taire. Le cambrioleur est en haut des escaliers. Je l'entends jurer, sa rage palpable. Je n'ai qu'une seule issue, sortir de chez moi. J'ouvre la porte et me précipite dehors, pieds nus, dans l'herbe brûlante. Essoufflé, je cours à travers le jardin, enjambe la barrière, cherchant refuge chez les voisins. L'angoisse me serre la gorge. Je tambourine à la porte avec insistance, hurlant de l'aide. Monsieur Miller ouvre la porte l'air hagard. Je lui explique la situation et il nous accueille sans hésitation, refermant la porte à double tour. La police est prévenue et arrive quelques minutes plus tard. Ils inspectent la maison, notant les détails du cambriolage, mais il n'est plus là. Ils promettent de faire tout leur possible pour retrouver l'intrus. Brian est en état de choc, tremblant de peur. Je le borde dans le lit de Monsieur Miller et lui raconte une histoire pour le calmer. Il s'écroule de sommeil. Je suis épuisé, physiquement et émotionnellement. Je m'assois sur le canapé, le regard vide. La chaleur de la nuit me donne la nausée. L'image du cambrioleur m'obsède. Son visage masqué, ses yeux froids. J'ai peur pour Brian, pour notre sécurité. La panne n'est plus le havre de paix que je croyais connaître. La peur s'est infiltrée dans notre foyer. Est-ce qu'il va revenir? La question me taraude l'esprit. Le lendemain, la police m'apprend qu'un homme a été arrêté dans le quartier. Il correspond à la description du cambrioleur. Un soulagement immense me submerge. La justice est en marche. L'angoisse est installée. Mais j'ai l'espoir que ma vie reprenne son cours normal. Sombre nuit. Je m'appelle Kevin, j'ai 30 ans, et je vis à Marseille avec ma femme Lydie, qui a 28 ans. Ce soir-là, on se promène sur le vieux port pour profiter de la fraîcheur nocturne et de l'animation estivale. La nuit est douce, les lumières scintillent dans l'eau et les rires des enfants se mêlent au chant des cigales. On rit, on se taquine, on passe vraiment un très bon moment. On continue notre balade quand un homme s'approche de nous. Il n'a pas l'air net. Il nous aborde d'une voix traînante, nous proposant des cigarettes de contrebande. On refuse poliment, mais il insiste, devenant de plus en plus agressif. Lydie se serre contre moi, complètement apeurée. L'homme est proche. Son haleine fétide nous envahit. Il me fixe droit dans les yeux, un sourire sadique sur les lèvres. Et d'un geste rapide, il me plaque contre le mur. Lydie hurle. Je me débat pour me dégager de son emprise, mais il est puissant. Je parviens à le repousser, mais il me saisit par le col et me plaque à nouveau contre le mur. Son visage est à quelques centimètres du mien. Ses yeux sont injectés de sang. Il me fixe avec intensité et me déblatère des menaces qui sortent de nulle part. Il a l'air d'être en plein délire. Le temps s'arrête. L'odeur de sueur et d'alcool qui émane de son corps me soulève le cœur. Je sens sa force brute, sa rage qu'il consume. Lydie appelle à l'aide. Elle essaye de m'aider, mais personne ne vient. On est totalement terrifié par la situation. Je rassemble tout mon courage et lui assène un coup de poing dans le ventre. Il se courbe de douleur, me donnant l'occasion de me dégager. Lydie s'est armée d'une bouteille cassée et se précipite vers l'homme et la lui brandit sous le nez. Recule, ou je te plante. L'homme hésite un instant, puis il se retourne et s'enfuit dans la nuit. Nous sommes sains et saufs, mais c'est un traumatisme. Cette nuit a brisé notre insouciance. La peur est notre nouvelle compagne.
L'ancienne usine. Je m'appelle Théo, j'ai 19 ans et je vis à Saint-Denis, à La Réunion. Les urbex, c'est ma passion. L'adrénaline coule dans mes veines, me poussant toujours à explorer de nouveaux endroits, en défiant l'interdit. Aujourd'hui, moi et mes amis, Lucas, Gabriel et Julien, on a décidé de s'attaquer à l'ancienne usine sucrière du Piton, un lieu abandonné. Une légende urbaine raconte l'histoire d'un ouvrier disparu dans ses entrailles. On arrive au moment du coucher du soleil. On entre enfin dans l'enceinte de l'usine, envahie par la végétation sauvage. Le silence est pesant, seuls nos pas brisent la quiétude des lieux. L'usine est un labyrinthe de bâtiments délabrés, de machines rouillées et de murs lézardés. La poussière s'envole sous nos semelles, soulevant un nuage opaque qui pique les yeux. Soudain, je sens le sol se dérober sous mes pieds. Je hurle dans le vide, un tourbillon de peur et d'impuissance m'envahit. Je tombe, la lumière disparaît et le silence se fait sourd. J'atterris brutalement dans un souterrain obscur. Je suis seul et ma cheville me fait grave mal. Je crie le nom de mes amis, mais personne ne répond. La panique me serre la gorge. Je suis perdu dans les profondeurs de l'usine. L'air y est humide et froid. Une odeur de moisissure me prend au nez. Je distingue vaguement des formes dans l'obscurité, des ombres qui semblent se mouvoir. Je m'avance prudemment, complètement flippé, mes sens en alerte. Le moindre bruit me fait sursauter. J'entends des craquements, des bruits, des souffles. D'un coup, je vois une silhouette se détacher de l'ombre. Une créature, aux yeux brillants, se dresse devant moi. Sa peau est pâle, ses crocs dégoulinent d'une substance visqueuse. Je n'ai pas le temps de réfléchir et de comprendre ce que c'est que la créature me fonce dessus. Je me débat, comme je peux, en utilisant tout ce que j'ai sous la main pour me défendre. Je lutte intensément. Chaque coup est un combat pour ma survie. Je suis blessé, épuisé, mais je refuse de céder. Par miracle, je parviens à m'échapper et à courir malgré la douleur de ma cheville et de mes blessures. Je m'engouffre dans un minuscule passage où ce truc ne peut pas me suivre et je finis par retrouver le chemin de la surface. Je suis aveuglé par la lumière du jour, essoufflé et encore sous l'effet de la peur. Mes amis me rejoignent, soulagés de me revoir, mais horrifiés par mon récit. On quitte l'usine aussi vite que possible, en jurant de ne jamais y retourner. Maintenant, le silence n'est plus le même. Chaque ombre, chaque bruit me rappelle l'horreur que j'ai vécue. L'appel du vide s'est transformé en un frisson d'effroi permanent. Je ne sais pas si c'était un animal sauvage ou une créature inconnue, mais je n'irai pas vérifier. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.